plaisir de vous retrouver sur Radio Liberté 92.8 FM et à votre rendez-vous hebdomadaire de l'invité de la semaine. Madame et messieurs, bonjour à tous et à toutes. Ce numéro de l'invité de la semaine reçoit Dr Jacob Yarabatioula. Il est enseignant-chercheur à l'Université Ouaga, un professeur Joseph Kizerbo. Dr Yarabatioula, bonjour à vous. Bonjour Oulon. L'invité de la semaine est mise en ordre par Tiona Sanogo devant ce micro, Atiana Serjoulon. Alors, on va commencer par votre casquette d'enseignant à l'Université Ouaga, un professeur Joseph Kizerbo. Vous êtes plutôt dans le domaine de l'industrie culturelle et créative. Job, qu'est-ce que vous enseignez exactement et dans quel département au niveau de l'Université Ouaga, un professeur Joseph Kizerbo? Merci de nous inviter et merci à tous les fidèles auditeurs de Radio Liberté de prêter attention justement à cette émission. Je suis Jacob Yarabatioula, j'enseigne donc à l'Université Ouaga, un professeur Joseph Kizerbo, précisément dans la filière art, gestion et administration culturelle AGAC. Et donc c'est dans l'UFR LAC, l'unité de formation de recherche langue, art et communication. Voilà. Disons que les universités publiques sont reconnues ces temps-ci avec le chevauchement des années académiques. Quelle est la situation au niveau de AGAC précisément où vous intervenez? Non, au niveau de AGAC, même si le retard est aussi général, on peut se réjouir d'être beaucoup plus en avance par rapport à d'autres filières ou à d'autres départements. S'il y a chevauchement donc d'années un peu partout au niveau d'AGAC, je pense que le retard n'est pas aussi criard qu'ailleurs. Donc, c'est peut-être un motif de satisfaction vu justement un certain nombre de conditions de travail et peut-être aussi l'organisation des étudiants et bien d'autres facteurs qui ont favorisé un peu AGAC dans la gestion donc, des chevauchements. Est-ce qu'on peut comprendre par là qu'à AGAC, on est dans l'année académique 2018-2019. On est en train de recruter, on a lancé un recrutement parce que le fonctionnement d'AGAC... Donc en 2019, on est en train de recruter pour commencer la nouvelle année. Oui, parce qu'on fait des masters. Donc on veut lancer la nouvelle promotion et on attend justement donc de recruter la nouvelle promotion et d'entamer donc cette nouvelle année. Voilà. Donc globalement, il y a du retard partout, on s'organise. Et on fait avec les moyens de bord pour justement contenir un peu ce retard. Mais ce qui est constatable sur le campus, si vous me le demandez, c'est la relative stabilité donc des activités pédagogiques, des activités académiques et même des activités administratives. On constate une véritable avancé, voilà, parce que c'est pas aussi perturbé qu'il y a, comme l'année dernière ou surpassé. En tout cas, il y a un peu de sérénité pour que les cours puissent être donnés et que les évaluations puissent être faites. Et ça, tous les acteurs gagnent, que ce soit les étudiants, que ce soit justement les professeurs, que ce soit l'administration, tout le monde gagne. Et cette sérénité, si elle durait encore, on peut bien faire des choses, on peut rattraper un certain retard lié justement aux évaluations, aux délibérations, aux proclamations des résultats et permettre à tous ceux qui veulent continuer des études dans d'autres secteurs puissent avoir leur diplôme, voilà, pour aller faire valoir donc leurs connaissances, leurs aptitudes ailleurs. La filière AGAC, art et gestion, administration culturelle n'est pas très connue. Je crois que vous avez dit que c'est le second cycle. Merci, au niveau de l'université Ouaga, un projet merci de me tendre le micro par rapport à AGAC. Voilà, je pense que c'est une belle opportunité d'en parler. C'est pas beaucoup connu, mais quand même, on a formé pas mal d'administrateurs qui sont sur le terrain. On a des hommes de qualité qui sont sur le terrain, qui font la fierté de AGAC, que ce soit donc des administrateurs culturels comme Adama Kaboré, comme Walib Bara, comme même, voilà, je sais pas, mais en tout cas, ils sont sur le terrain, ils font des grandes choses, les Rodrigue Sawadgo, voilà, et même des femmes et des hommes qui sont justement passés par AGAC et qui font du boulot sur le terrain et qui fait la fierté donc d'AGAC. C'est vrai que en sa création,
formation par le professeur Guingané, voilà, jusqu'à maintenant, voilà, beaucoup d'actions pouvaient être encore faites pour améliorer justement sa visibilité. Et je crois que ce soit le chef de la filière, Dr Privatap Soba, que ce soit ses collaborateurs ou ses collègues, voilà, chacun donc travaille à ce que cette visibilité soit grande et que les acteurs à partir donc de la licence puissent venir faire le master en administration ou même à partir du bac puissent faire donc une licence dans les arts plastiques ou autres donc types de disciplines. En tout cas, tout se met en place et tout se fait justement pour que AGAC soit davantage connu, sachant que la vraie publicité ou la vraie reconnaissance, c'est l'action de nos produits sur le marché de l'emploi. S'ils arrivent à donner des résultats aux entreprises culturelles ou encore à l'administration publique, s'ils arrivent à donner le meilleur d'eux-mêmes et qu'on en parle, c'est la satisfaction donc de l'université de Ouagadougou ou de Ouara 1, particulièrement donc de la filière AGAC. Alors, vous parlez tantôt des disciplines. Qui on forme à AGAC et quels sont les débouchés possibles? Là, en tout cas, on forme des gestionnaires, on forme donc des administrateurs culturels. On forme également des acteurs en art, que ce soit les arts plastiques ou encore d'autres arts apparentés. En tout cas, on forme à partir on forme en licence et on forme en master. En master, c'est essentiellement des administrateurs culturels qu'on met sur le marché donc de l'emploi. Et ce sont c'est beaucoup plus ceux qui sont dans les arts, enfin dans l'administration culturelle qui sont les plus peut-être en vogue, ceux qui sont au niveau des arts, que ce soit donc par exemple les arts plastiques, ça très souvent ils sont en nombre réduit, maximum souvent une dizaine, souvent 3, 4, 5 qui s'intéressent justement aux arts plastiques. Bon, mais en tout cas, ce qui est sûr, on fait en sorte que l'administration culturelle puisse avoir donc les ressources humaines qualifiées nécessaires. Parce que jusque-là, on avait des entreprises ou encore des administrations culturelles qui étaient excellents, qui étaient excellentes et qui n'arrivaient pas quand même à avoir une petite administration, une petite gestion, une petite organisation administrative, mais qui pénalisait justement l'action culturelle. Quand vous prenez des organisations comme le CDC La Termitière, vous prenez des organisations comme les Récréatrales, ce sont des gens qui sont passés par AGAC, qui font aussi justement la fierté de ces structures-là. Hein, dans le temps, le CITO et bien d'autres structures comme l'espace Gambidi. Voilà, tous ces espaces connaissent ce que je pourrais appeler juste la touche donc des hommes et des femmes qui ont été formés, soit en lettres modernes, soit à AGAC précisément, et qui font de l'administration culturelle. Voilà. Quand vous prenez par exemple l'artiste dans sa façon de fonctionner, il n'a pas toutes les aptitudes ou même le temps pour justement s'occuper des aspects administratifs, monter un dossier, monter un projet, répondre à un appel à candidature ou encore faire des rapports, faire le bilan financier, voilà, aller donc déclarer certaines choses aux impôts. Ce n'est pas de son ressort. Son rôle, c'est vraiment la création. Donc, on a imaginé AGAC pour justement combler donc ce vide qui était là autour donc des acteurs qui doivent courir pour la paperasse et qui doivent aussi avoir du temps pour justement créer. On n'a pas dit que c'est impossible les deux, mais si on a chacun à son poste, on aura beaucoup plus de résultats. C'est pour cela que nous croyons que les métiers étant justement structurés, les métiers étant identifiés, chacun pouvait justement donner de son meilleur, de son mieux pour justement accompagner le secteur de la culture. En quelques mots, AGAC, c'est pour permettre la professionnalisation du milieu. Exact. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, au regard de ce que vous avez apporté, on tend vers cette professionnalisation? Vous avez pris l'exemple de la filière musique. On estime que c'est un peu de l'amateurisme, l'artiste se retrouve à tout faire. Oui, ça c'est la précarité des structures. Beaucoup d'artistes n'ont même pas de structure managériale. Voilà, ils grouillent, pour reprendre l'expression. Voilà, sinon, normalement, ils pouvaient se faire entourer, ils pouvaient appartenir
appartenir à une maison, à un groupe, à un label, justement, et des gens devaient s'occuper de sa carrière. Donc, négocier les contrats, organiser ses déplacements, ses voyages, voilà, organiser même sa production, voilà, faire en sorte qu'il ait toute la quiétude nécessaire pour sa création. Donc, la professionnalisation, c'est aussi organiser donc les acteurs, c'est structurer l'entreprise, permettre qu'elle soit en phase avec donc les enjeux donc du siècle, à savoir les enjeux donc du marché, les enjeux qui sont justement ceux du capitalisme. Voilà. Donc faire en sorte que l'artiste ne se perde pas dans ce monde où ces enjeux sont majeurs. Vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8 FM et vous êtes à votre émission L'invité de la semaine. Cette semaine, le docteur Jacob Yarabatula est notre invité. On va s'arrêter longuement sur le FESPACO, la 26e édition, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, qui s'est tenu du 23 février au 2 mars sous le thème Mémoire et avenir des cinémas africains. Selon le bilan fait en Conseil des ministres ce mercredi, cette édition a enregistré plus de 500 séances de projection de films à Ouagadougou et dans les communes environnantes. La participation de plus de 4000 festivaliers, de 124 réalisateurs en compétition à travers 62 pays représentés. Globalement, vous, en tant que spécialiste des questions culturelles, comment vous appréciez la tenue de ce FESPACO 2019 qui marque en même temps le cinquantenaire du festival? C'est une satisfaction en tant que Burkinabé, c'est une double satisfaction en tant qu'enseignant-chercheur également. Et je crois que la tenue donc, de la 26e édition, couplée avec le cinquantenaire donc, de cette fabuleuse rencontre africaine autour donc, du produit cinématographique, c'est une très très bonne chose. Et je crois que tout le monde est fier donc, d'avoir vu donc, se tenir la 26e édition et le cinquantenaire. Vous qui avez certainement participé à cette édition du FESPACO, par rapport à la thématique, est-ce que vous pensez que le contenu, le programme des activités a répondu à la thématique mémoire et avenir des cinémas africains? Oui, je crois que d'une part, oui, on peut noter donc des éléments qui convergent vers justement le thème donc, de cette 26e édition mémoire et avenir des cinémas africains. On peut citer entre autres peut-être la cérémonie d'ouverture qui a mis en exergue un peu ce concept. On peut citer peut-être aussi les colloques. Le colloque s'est déroulé du 25 au 26 et ça portait essentiellement sur la question donc de confronter donc notre mémoire et forger l'avenir d'un cinéma panafricain dans son essence, son économie et sa diversité. Et ça a été aussi peut-être un élément qui vient caractériser donc le thème général donc de la 26e édition. Et également quand on considère les autres aspects, les aspects un peu plus symboliques et autres, on voit justement cette notion donc de mémoire transparaître. Voilà, quand on voit un peu la mise en lumière de la première à organiser donc le festival dans les années 1969 et autres. Voilà, quand on voit qu'elle est mise en lumière par rapport à la thématique aussi, ça a du sens. Qu'est-ce qu'on peut retenir, qu'est-ce qu'on peut espérer pour les FESPACO à venir? Bon, je ne sais pas trop, mais parce que moi je pensais qu'au cinquantenaire, voilà, on allait avoir une grosse orientation par rapport aux 50 ans à venir, voilà, qui préparerait justement ce que j'appellerais le centenaire donc du FESPACO. Donc ça a manqué à votre avis? Oui, d'une manière ou d'une autre. Une projection pour les 50 prochaines années, qu'est-ce qu'on va faire du FESPACO? Oui, c'est comme si tout ce qui s'est passé, on a marqué un arrêt pour voir, pour interroger la mémoire, pour interroger le passé, pour revenir sur ces aspects et travailler à ce que, à partir donc de ce qui est fait sur la mémoire, à partir de cette confrontation donc de notre mémoire, voilà, et se définir un avenir. Donc, mais en fait, concrètement, il n'y a pas eu beaucoup d'actions qui ont pu traduire justement la deuxième partie donc de la thématique, à savoir la question donc de l'avenir des cinémas africains. Et moi, je pense que quelque chose de fort devait être dit, devrait être fait à cette édition, c'est-à-dire que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau africain, quelque chose de très fort devait être entendu. À partir donc de Ouagadougou,
sur les 50 ans à venir, voici ce que nous voulons pour les cinémas africains. Voici ce que nous allons faire pour le financement du cinéma africain. On a eu le président donc, de l'Union africaine qui était là. Mais le président de la Commission de l'Union africaine qui était à l'ouverture. Exactement. Donc, on devait entendre quelque chose de très fort et non, enfin, aller au-delà de nous allons soutenir davantage. Non, il faut prendre un acte à portée juridique, à portée contraignante, justement pour dire, voilà, nous planifions sur les 50 ans à venir, ceci ou cela. Et quand on sait que de mémoire, et le thème c'est sur ça, il y a eu des problèmes depuis donc 69 à maintenant, ou même depuis les indépendances à maintenant pour les cinémas africains. Si on sait qu'il y a eu des problèmes, comment on va résoudre ces problèmes? Quel est le problème le plus sérieux pour donc la fabrication du film? Quel est le problème le plus criard pour justement les acteurs? Qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème, pour qu'on n'en parle plus dans 50 ans? Donc, je pense que donc à partir de Ouagadougou, on devait entendre quelque chose de fort au niveau donc panafricain. À partir de Ouagadougou également, puisque le festival s'est laissé saisi par le politique, on devait aussi entendre encore renouveler un certain nombre de dispositifs par rapport justement à l'accompagnement des acteurs et du cinéma. Donc ça, moi je pense que ça pouvait être fait à Ouagadougou pour que l'on dise, à partir du cinquantenaire du FESPACO, à partir de la 26e édition, le cinéma ou les cinémas africains ont changé de visage, ont pris une nouvelle direction vers justement des lendemains meilleurs. Et ça devait être un grand repère pour l'avenir. Et c'est ça, à mon avis, qui a manqué. On est resté un peu donc dans le classique et on a oublié de travailler à inventer l'avenir des cinémas africains. Mais on pourrait peut-être me dire, tout ce qu'on a entendu sur la mémoire, tout ce qu'on a entendu des témoignages des grands, devait nourrir justement cet avenir. Ça veut dire que, littéralement, que ça va prendre du temps avant qu'on essaye quelque chose justement de durable ou bien de construit pour justement l'avenir des cinémas africains. Qu'est-ce qu'on entend justement ou qu'est-ce qu'on met dans l'usage, l'expression les cinémas africains? Non, qu'on se dit le continent, c'est un tout? Non, c'est pour éviter un peu la polémique autour donc du cinéma africain parce que c'est une notion difficile à traduire. C'est une notion difficile à traduire, c'est pas un concept facile. Donc est-ce que c'est pour refléter les réalités en fonction des pays ou c'est pour contourner la difficulté de définir ce que c'est qu'un cinéma africain. Est-ce que c'est parce qu'il traite d'un sujet africain? Est-ce que c'est parce qu'il est réalisé par un Africain? Est-ce que c'est parce qu'il a un financement africain? Est-ce que c'est parce que il a une coloration africaine? Voilà, c'est un flou qu'on a voulu justement éviter en invoquant justement ou en convoquant la notion des cinémas africains dans leur diversité, dans leur esthétique, dans leur production. Alors, on va parler du palmarès. Le pays invité d'honneur, le Rwanda, a décroché le prestigieux prix du palmarès du Festival du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Le cinéaste trentenaire Joël Carré Kezi a remporté les talons d'or de Yenega pour son film The Mercy of the Young. L'acteur principal de ce même film, Mark Zinga, a obtenu le prix de la meilleure interprétation masculine. Le prix de la meilleure actrice est revenu à Samantha Mugari du Kenya. La cérémonie de clôture est intervenue, comme vous l'avez dit, en présence de 3 chefs d'État en exercice: Roch-Marc Christian Kaboré du Burkina, Paul Kagame du Rwanda, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali. L'ancien président ghanéen John Jerry Rawlings était également présent. Globalement, sur le palmarès, quel est votre avis sur le palmarès 2019 du FESPACO? Non, c'est... bon... ouais, c'est... J'ai pas vraiment un avis particulier sur le palmarès. Je le regarde, je l'ai même encore regardé plusieurs fois et je prends acte justement de ce palmarès et je dis bon, c'est le palmarès du cinquantenaire, c'est le palmarès de la 26e édition et c'est tant mieux pour l'art, le 7e art. Est-ce qu'il y a une sorte d'unanimité sur la qualité de l'œuvre primée?
pour le Rwandais? Non, sur la qualité de l'œuvre, je pense qu'il n'y a pas trop de discussion là-dessus, parce que sa qualité va se chercher dans l'image, dans le son, dans le scénario, dans le jeu d'acteur. Donc, il n'y avait pas match en quelque sorte. Je pense que c'est le meilleur parmi les meilleurs, parce que être sélectionné déjà, être parmi donc ceux qui compétissent, être retenu dans cette liste officielle est déjà quelque chose de fondamental, parce que ça prouve que vous avez effectivement franchi pas mal donc d'étapes où les critères sont souvent rudes. Voilà, beaucoup de films n'ont pas été retenus et on a reçu beaucoup d'œuvres, et je crois que arriver à cette étape justement donc du festival ou de la sélection, c'est déjà quelque chose de gagné. Et maintenant, parmi les meilleurs, on doit choisir donc le meilleur, et je pense que c'est beaucoup plus maintenant des critères du genre, voilà, peut-être l'histoire racontée et bien d'autres critères qui vont déterminer l'œuvre qui va avoir les talons d'or. Donc la victoire du Rwandais n'est pas un acte diplomatiquement correct. Non, mais écoutez, moi je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, bon, écoute, Oulon, et si ça devait se jouer comme cela, est-ce qu'il ne serait pas avantageux de nous attribuer les talons cette année? Ça veut dire que si on peut donner à un pays invité les talons, vaut mieux donc se l'attribuer en même temps. Et au pays organisateur qui n'a plus eu depuis 1997. Voilà, on allait se l'attribuer et tout le monde serait content. Mais pourquoi on va aller donner à un pays invité d'honneur, alors que nous-mêmes on en avait besoin pour ce cinquantenaire, pour la 26e édition? Voilà, je pense que ça serait assez mal vu donc de considérer qu'il y a eu quelque chose de diplôme. S'il y avait des influences qui soient justement possibles au niveau du jury, c'était justement d'envoyer donc cette pression pour le Burkina et non pas pour un pays invité d'honneur. De toute façon, combien de fois un pays d'honneur invité au FESPACO a reçu les talons? Quand on revoit le palmarès, et depuis qu'on a institué justement le concept donc de pays invité d'honneur, voilà, combien de fois tout cela a convergé. Voilà. Donc moi je prends de la hauteur par rapport donc à cette question, et ça allait être très bien que tous ceux qui veulent se faire une idée voient justement les œuvres qui ont été primées. Et moi je me réjouis parce que de toute façon on a un étalon d'or, un long métrage documentaire, le film documentaire, et j'ouvre la parenthèse, j'aurais souhaité aussi que les étalons d'or puissent être remis, quelle que soit la catégorie, par le président du Faso, si on voulait honorer justement cette... voilà. Bon, c'est une idée, hein. Voilà. Faire en sorte que les étalons d'or puissent être remis, voilà, pour qu'il n'y ait pas une forme de hiérarchie donc des genres, voilà, le genre documentaire, voilà, le genre... voilà. Moi, je pense que ce soit le documentaire ou le film fiction, ou bien d'autres formes donc d'art, voilà. Si on voulait honorer aussi les autres formes d'étalons, on pouvait donc réserver ça pour les plus hautes autorités qui les remettaient au moment venu de remettre les talons d'or. Ça, c'est vraiment une appréciation. J'ai plein d'autres idées par rapport justement à comment on pouvait faire les choses. Voilà. Et d'ailleurs, pour le pays invité, pour éviter un peu cette... Bon, c'est arrivé, et ça, moi, je n'ai rien contre, mais on pouvait, pour le cinquantenaire, se dire, bon, chaque année, ou bien chaque 2 ans, à chaque édition, on invitait un pays, mais pourquoi ne pas, cette fois-ci, inviter une institution? Voilà. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé que ça soit un pays, mais cette fois-ci, on peut penser à une institution, et je pensais à l'Union africaine comme institution invitée d'honneur, voilà, qui viendrait justement au nom des 53 ou 50 combien d'États africains, voilà, pour vraiment taper très fort au niveau justement donc de la notion du panafricanisme de ce festival. Et ça allait être un débat qui serait sans sens, parce qu'une institution représentée, ça allait être plus simple. Un mot, vous avez évoqué
la participation du Burkina, un mot sur la participation du Burkina. Les gens sont sortis un peu dessus, on s'attendait à ce qu'il y ait plus de lauriers avec le soutien du président du Faso, 1 milliard de francs CFA pour permettre à ce qu'il y ait plus de contenu dans la réalisation. Bon, il y a pas mal d'observations, mais rappelez-moi votre question au fur et à mesure que je commente les aspects que j'ai retenus. D'abord, les 1 milliard. Les 1 milliard, c'est un aspect. Oh bien, c'est 1 million. C'est 1 milliard de francs. C'est 1 milliard de francs CFA. Donc, vous pensez que c'est le milliard qui fait... C'est de façon globale la participation du Burkina à ce festival ouais, où apparemment il y avait de fortes attentes. C'est ce que vous... Voilà. Et donc, c'est un festival avec une dimension compétition. Voilà. Et je pense que le Burkina a mis les moyens justement pour ne pas figurer. Et je pense que être sélectionné, c'est déjà régler cette affaire de figuration ou bien de pays qui est toujours absent. Maintenant, la légitimité des Burkinabés qui s'est exprimée par ce mécontentement, voilà, de n'avoir pas eu peut-être une grosse moisson, voilà, c'est la consécration suprême. Oui, mais les talons d'or, film documentaire, long métrage, qu'est-ce que vous en faites? Voilà, c'est peut-être cette perception. Au niveau du FESPACO, la hiérarchie est tellement forte que on ne voit pas les autres. On ne voit plus rien. On ne voit que les talons d'or. Ce que je vais dire, il faut que les talons d'or, film documentaire, soient aussi les 20 millions. Voilà, on n'a qu'à donner le même prix qu'à les talons d'or, film fiction. Voilà, et on va équilibrer les choses. On va me dire, non, tu rêves. Mais faites en sorte que les talons d'or, un trait, soient justement vus de la même façon. En tout cas, pour moi, dans ma tête, le Burkina est sorti avec un étalon d'or. Qu'il soit documentaire ou fiction, ça c'est maintenant les détails. Maintenant, par rapport à l'imaginaire, par rapport à ce que tout le monde attend, c'est l'étalon d'or, justement. Ça fait des années fiction. On n'a pas eu le prix. Et ça fait des années on n'a pas eu le prix et que légitimement on pouvait s'attendre. Je note alors que le Burkina est toujours attaché à son cinéma. Le Burkinabé est toujours attaché justement aux œuvres produites par donc les cinéastes ou encore les acteurs du cinéma. Et cette déception devait être captée comme étant une sorte donc d'amour qui est resté quand même, malgré toutes les menaces de divorce, entre justement le public et les réalisateurs ou encore la chaîne de production. Si les gens sont déçus avec vous, vous pouvez donc vous remettre en cause pour justement travailler à rencontrer un jour justement l'attente ou la soif des Burkinabés de voir brandir justement les talons d'or à un de ces FESPACO. Et ça, je pense qu'il faut comme ça voir la déception donc des uns et des autres comme étant justement cette invite à bien faire. Je pense qu'on était bien parti avec des films comme... Douga, les Charognards, on était bien parti avec des films comme d'Errance, de Apolline Traoré, et je pense qu'à la fin, on n'a pas eu. Et je pense que c'est une déception peut-être aussi au niveau de ces réalisateurs, mais comme ce sont des artistes, ils vont se ressaisir et ils vont transformer ça en des œuvres. Ça veut dire que l'artiste, ce n'est pas celui qui peut être meurtri jusqu'à ne pas pouvoir... C'est la capacité peut-être de se ressaisir, de remonter, de transcender. C'est la capacité de ressurgir et de ne pas rester à terre, mais de dire, tiens, si on m'a encore recalé cette fois-ci, il manque quelque chose que je dois donc prendre en compte dans mon œuvre. Et c'est comme ça que les grands artistes font. Peut-être à la 100e production, à la 1000e production, on aura quelque chose de très fort et qui va séduire l'ensemble donc des acteurs du cinéma. Alors, docteur Yara Batula, vous voulez vous prononcer sur les 1 milliard? Oui, non, mais enfin, c'est comme si vous étiez en train de me dire, puisqu'on a donné 1 milliard, on devait avoir les talons d'or. On se dit que c'était le coup de pouce politique aussi pour permettre de rehausser, parce qu'on a tout encrié le manque de financement. Oui, ça c'est un aspect, mais vous voyez, l'argent ne donne pas toujours de bonnes œuvres, mais il y a un ensemble de conditions à réunir pour que l'œuvre puisse être bien racontée dans les délais et dans beaucoup de facteurs qui font la qualité donc de l'œuvre cinématographique. Mais ce qu'on doit dire, c'est d'apprécier. Si le président croit au cinéma, si le président
Maroc, Christian Kaboré, croit au cinéma, qu'il continue justement de donner 1 milliard chaque année, voilà, pour qu'au bout donc de 2 ans, qu'il ne baisse pas les bras. Donc on estime que c'est dérisoire puisqu'il se partagé entre différents artistes, alors que pour un film, on peut avoir le budget d'un seul film qui s'élève à ça, coup on de peut milliards. gérer ça. C'est-à-dire au niveau donc organisationnel, au niveau donc structurel, on peut s'entendre. Si on veut financer des œuvres pour qu'elles partent en compétition, les acteurs ne sont pas assez fous. Ils peuvent donc sur certaines questions donc d'intérêt national s'entendre sur un minimum pour justement permettre à certaines œuvres d'être produites dans de bonnes conditions. Donc ça, il suffit donc de discuter, il suffit de s'entendre, il suffit donc de s'asseoir et de se parler. Et je pense que c'est peut-être ça qui a manqué dans la perche tendue par le président avec ses 1 milliard. Et je crois qu'on tirera leçon donc de cette première phase et que si le président ne se décourageait pas et qu'il donnait encore 1 milliard cette année, 1 milliard l'année prochaine, je pense que au bout du compte, tout le monde sera satisfait. Alors vous qui connaissez le milieu, vous vous intéressez, vous êtes du domaine, surtout sur les questions d'industrie culturelle. Quelle est la politique culturelle qu'on devrait adopter dans le volet cinéma pour permettre aux réalisateurs burkinabés d'être encore plus compétitifs? C'est une grosse question qui ne pourrait être résolue sur votre plateau. Est-ce qu'on peut avoir des esquisses? Je m'excuse d'avance de ne pas pouvoir donner tous les éléments ici, mais ce que je pense en termes de politique... Parce que souvent, on entend que le Burkina n'a pas de politique culturelle. Non, ça c'est un abus de langage. Parce que vous ayez écrit ou pas, tout ce que vous faites traduit une sorte de politique que vous menez. Voilà. Sous Thomas Sankara, avant Thomas Sankara, après les indépendances, on a vu des politiques orientées vers justement la question donc de la conquête de l'identité donc du Burkinabé. Et on a vu aussi pendant donc la révolution, l'outil utilisé comme justement le lieu d'expression donc de la révolution et de la lutte contre l'impérialisme. Après donc tout cela, on est dans un vent de démocratie où on voit donc les œuvres s'exprimer et les acteurs s'exprimer, s'organiser de mieux en mieux. Donc que ce soit une politique publique, que ce soit une politique culturelle tout court, il y en a au Burkina Faso. Comment on les met en œuvre, comment on les réfléchit, ça c'est une autre affaire. Mais pour ce qui est du cinéma, on passe pas juste forcément un diagnostic. Qu'est-ce qui ne va pas depuis les années 2000 à notre cinéma? Depuis que le numérique s'est invité dans la production, qu'est-ce qui ne va plus fondamentalement? Donc, en diagnostiquant donc le secteur, en diagnostiquant tous les maillons de la chaîne de production d'une œuvre cinématographique, tous les acteurs devaient être conscients qu'il y a un problème à tel niveau et tel maillon ne se porte pas bien. Comment le soigner devient dès lors facile, dès qu'on connaît là où ça grippe. Au Burkina, par exemple, la question de la production est majeure. La question de la formation est majeure, même en voie de résolution avec l'ISIS qui existe, mais qui ne suffit pas. L'Institut Imagine donne donc des formations, mais ce ne sont pas des formations qui sont certifiées encore. Donc, ça pose quelques problèmes. Bon, la question donc de la distribution des œuvres se pose. La question des infrastructures se pose. Maintenant, en diagnostiquant tout cela, on peut se rendre compte que, in fine, il faut aussi éduquer le public à l'image. Et éduquer le public à l'image pourrait justement aussi permettre à un moment donné la consommation donc d'êtres. Donc, en termes de politique, qu'elle soit publique, qu'elle soit justement du privé, on doit réfléchir de façon globale sur ce qui bloque justement la qualité donc des œuvres et également la circulation ou la distribution des œuvres. Quand on aura atteint ces éléments d'information, on va maintenant définir la stratégie qui va. Et je vous assure qu'il y a plein de documents, il y a plein de documents qui existent, qui ont fait le diagnostic sur le cinéma burkinabé, qui ont fait justement des propositions, mais ma foi, ce qui reste, c'est les mettre en œuvre. On a tellement de textes. Sous le ministre Baba Hama, on a eu des textes qui sont les meilleurs dans la sous-région, mais qui peinent à être mis en œuvre. L'application donc de ces textes-là. Je pense que il faut travailler à cela. Et quand vous voyez que le président donne 1 milliard, ça devait intégrer un système global de financement donc du cinéma. Maintenant, le président en donnant 1 milliard ça devait s'inscrire dans des actes donc de volonté publique d'une personnalité d'un pays à accompagner donc les acteurs. Sinon, un mécanisme périn
comme le Fonds de développement culturel et touristique, devait être suffisamment alimenté pour permettre à tous ceux qui sont entrepreneurs culturels, qui sont producteurs de cinéma, d'aller donc au guichet du Fonds de développement culturel et touristique et donc d'introduire leur demande de financement puisque les banques n'en veulent pas souvent, voilà, et aller là-bas et trouver donc les financements. On peut aussi développer des financements alternatifs qui permettent justement à tous ceux qui veulent produire des œuvres de qualité de ne pas avoir des soucis d'argent. Mais globalement, notre monde est marqué par justement la rareté de fonds et également par l'envahissement justement des œuvres occidentales. Et je crois que l'enjeu est de taille, l'enjeu est majeur et les politiques devaient donc réfléchir par rapport à cette question particulière donc de l'image et du cinéma tout court. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8 FM et vous êtes à votre émission, l'invité de la semaine. Cette semaine, l'enseignant-chercheur Dr Jacob Yarabatula est notre invité. On va ouvrir un volet sur la question sécuritaire avec la région de l'Est où un couvre-feu a été décrété à partir du 7 mars jusqu'au 20 avril de 19h à 6h. Globalement, il semble avoir une certaine accalmie depuis l'arrivée de la formation du gouvernement Christophe Dabiré. Est-ce que vous faites la même lecture sur cette évolution plus ou moins positive de la situation sécuritaire? C'est tant mieux. Là, nous basculons sur cette question sécuritaire qui est d'ailleurs une question sur laquelle il faut saluer les forces de défense et de sécurité et tous les acteurs, parce que le FESPACO s'est très bien passé sur les aspects sécuritaires et tous ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement à cause donc de cet alibi doivent peut-être se mordre un peu les doigts, voilà, parce que le Burkina a encore pu réussir justement la sécurisation donc d'un événement comme le FESPACO, après donc le CIAO, la SNC, qui a montré justement encore sa capacité et avec l'air de Dieu, vraiment, tout s'est bien passé. Maintenant, la question sécuritaire s'est dégradée. Elle s'est invitée depuis 2015. Entre-temps, elle s'est accentuée, elle s'est dégradée jusqu'à se transporter donc dans la région de l'Est. Et depuis 2018, c'était véritablement le théâtre donc des affrontements au quotidien et avec une accalmie justement vers la région du Sahel. Et depuis lors encore, on revoit on voit de nouveau donc des actions dans le Sahel et qui fait beaucoup donc de... Je pense que l'accalmie dont vous parlez n'est pas perçue comme ça chez tout le monde, même si tous les jours on n'entend pas dire que tel village a été attaqué par des individus non telle brigade ou tel poste de police. Voilà, ça peut être une véritable coïncidence donc voilà, ça peut être une véritable coïncidence. Parce qu'on a eu des opérations militaires. Ça peut être aussi le résultat. Parce que vous savez, cette question, elle est tellement complexe qu'il ne faut pas très vite crier victoire. Parce que les questions des effets du terrorisme ou encore des attaques, c'est-à-dire on peut maîtriser les effets, mais on n'a pas réglé le problème. Donc, et actuellement, je pense que tout ce qui est en train d'être fait, c'est véritablement traiter les effets liés justement au terrorisme, voilà, aux actions. Donc, si on attaquait des brigades, on a pris donc de nouvelles dispositions, on a mis les moyens, on a mis les hommes, on a mis toute la stratégie pour justement lutter. Je ne pense pas qu'avant, c'était pas possible de le faire. Mais maintenant, ça a été fait parce qu'il y a des hommes et il y a des femmes peut-être qui ont mis davantage de volonté, davantage de moyens et peut-être de détermination et aussi l'ennemi. Est-ce que vous pensez que les changements d'hommes aussi au niveau des départements de la défense et de la sécurité ont apporté quelque chose? Certainement que oui. D'une manière ou d'une autre, le leadership peut compter dans la conduite donc des opérations de maintien d'ordre ou encore de sécurité. Parce que il y a souvent aussi des questions d'hommes, il y a des questions de confiance, il y a des questions donc de stratégie ou de vision. Vous impulsez justement une vision, une cadence à l'ensemble donc de vos éléments, vous êtes sûr qu'il y aura des résultats. Voilà. Il faut alors que tout cela dure, il faut que cela donc continue donc de donner des résultats, mais j'insiste sur le traitement des effets. Parce que quand on est en politique, quand on est dans un pays comme le Burkina ou ailleurs, quand on a un phénomène de ce type et qu'on n'arrive pas à traiter tout de suite les causes, c'est de prendre toutes les dispositions pour traiter les effets. Parce que c'est les effets que le public voit.
voilà, on a tué tant de personnes, on a brûlé tant de choses, on a fait ceci, cela. Et ça ne laisse pas quelqu'un indifférent. Voilà, on a enterré tant de morts du côté donc des forces de défense. Ça crée un émoi terrible. Voilà. Et je pense que pour d'abord donner de la confiance, pour donner de la sérénité à l'ensemble des acteurs, c'est de traiter rapidement ces effets liés justement donc, à ces après les effets, il faut traiter les causes pour vous. Non, c'est pas ordonné comme cela. Au même moment que vous traitez les effets, il faut traiter les causes. Non, vous connaissez, vous les diagnostiquer, qui nous tue tous les jours, qui tue nos forces, qui attaque le Burkina Faso presque tous les jours, et pourquoi? Quand on répond à ces deux questions, on traite maintenant ces deux questions, le qui et le pourquoi. Voilà, si c'est quelqu'un, qu'on le neutralise ou qu'on cerne justement ses ambitions, soit on discute avec la personne, soit justement on le met hors d'état de nuire la nation burkinabé. Ou encore, on sait pourquoi il le fait et on traite donc le pourquoi pour qu'il n'ait plus de la matière pour alimenter ses actions sur le sol burkinabé. Donc, en même temps, puisque c'est un phénomène du type à créer la panique, à créer donc la désolation. Son ambition étant à ce niveau, il faut en même temps traiter et les causes et les effets. Puisque vous voyez déjà que c'est un sujet qui est en train d'être récupéré par le politique et on en fera des sujets de campagne bientôt, parce qu'on va vous dire, vous n'êtes pas en sécurité depuis l'arrivée de tel ou tel régime, donnez-nous le pouvoir et nous ramènerons la quiétude. Voilà, tout ce langage, on va l'entendre. Voilà. Donc, c'est ceux qui sont au pouvoir aussi vont travailler de sorte à ce qu'il y ait cette accalmie dont vous parlez tout de suite, mais qui ne veut pas dire que le feu est éteint. Voilà. Mais ils vont traiter ça. Et ils vont mettre beaucoup de moyens pour traiter cette affaire, ce niveau d'effet. Et c'est là peut-être le vrai problème. Si tout l'argent va dans le traitement donc des effets, dans le traitement donc de ce qui nous voyons, de ce qui nous constatons, au lieu donc de traiter en profondeur et ce qui demande beaucoup de temps et beaucoup d'argent, ce que nous ne voyons pas et ce que nous ne pouvons pas comprendre, voilà, on va beaucoup s'essouffler. Donc, revenant donc à cette complexité donc du phénomène, que ce soit maintenant dans le Sahel ou vers l'Est, où on a instauré même un couvre-feu à partir de 19h. De 19h à 6h. Voilà, de 17 mars au 20 avril. Voilà. Et dans la région de l'Est. Et voilà, vous voyez toutes les conséquences liées donc à ce phénomène. L'économie dans cette région va prendre un coup. Voilà. Et beaucoup d'actions, d'activités vont être au ralenti et ça ne laisse personne indifférent. Quand on parle de ce phénomène, ceux qui sont peut-être loin ne se rendent pas compte de tout le mal que cela fait au peuple burkinabé. Mais quand tu es concerné directement, soit tu as perdu un frère ou une sœur, ou encore du bétail, ou encore on a un couvre-feu dans ta zone où ton activité se déroulait que la nuit et que tu gagnais ton pain que la nuit, voilà, tu te rends compte que ce n'est pas, on bluffe, c'est pas du vent, mais c'est une réalité et elle est tangible. Alors, rapidement, un mot sur la situation sécuritaire toujours avec ces différentes manifestations qu'on a eues à travers le pays, des marches de soutien aux forces de défense. À votre avis, quel est l'impact de ces genres d'activités plus ou moins politiques en soutien au FDS? Moi, j'ai pour principe de dire il n'y a pas de petit effort et il n'y a pas de petite contribution. Et j'ai pour principe de dire que tous les efforts comptent dans la lutte contre le terrorisme. C'est un phénomène nouveau pour le Burkina Faso. Tout le monde est déboussolé. On grouille pour trouver justement la stratégie qui soit la plus durable pour booster hors de nos frontières ce phénomène. Donc, on attrape tout. Et maintenant, à un moment donné, le moral des forces de défense et de sécurité, ma foi, était visiblement bas. Parce que si tu es capable donc de laisser ton poste et de courir pour sauver ta vie, voilà, face à l'ennemi, face à la nation qui t'a peut-être fait confiance en te plaçant là-bas et en te donnant justement une tenue pour défendre donc les couleurs du pays, c'est que le moral est bas. Deuxième élément,
Si à un moment donné, les questions donc de revendication d'argent pour justement faire le boulot cette question était récurrente, c'est qu'il y avait justement un moral donc des éléments donc des forces de défense qui étaient bas. Et donc avoir des marches de soutien de la part des jeunes, des femmes et bien d'autres structures comme l'Assemblée nationale qui donne de l'argent et bien d'autres, ça ne peut que résonner, ça ne peut que se traduire par une volonté maintenant de tenir bon et d'avancer pour la patrie. Ça donne quand même chaud au cœur aux forces de défense quand ils entendent que des gens sont derrière eux et qu'on les soutient. Docteur Yara, quels sont vos espoirs sur la question sécuritaire? La question sécuritaire, tôt ou tard, sera réglée. Il n'y a pas de panique parce que les terroristes ne sont pas plus forts qu'une armée. Les terroristes ne tuent pas plus que le palu. Le terrorisme ou les terroristes n'ont pas une vie éternelle. Donc, c'est de garder notre calme dans ce faisceau et de construire ensemble les actions qui vont favoriser le traitement durable donc, de ce phénomène pour construire le développement. Et je crois que l'axe de la défense et de la sécurité est un axe à part entière, mais l'axe aussi du développement donc, des localités en question, tout comme l'axe de la sensibilisation, de l'information, voire de la communication, sont autant d'axes si nous voulons justement bâtir une sérénité, une cohésion qui permettent justement de booster ces ennemis donc de notre patrie hors donc de nos frontières. Ça permet d'ouvrir le chapitre sur le centenaire. Le 1er mars 1919 marque la création de la colonie de Haute-Volta. 2019, ça fait 100 ans que le Burkina existe à travers le colonisateur. Le gouvernement organise un colloque international sur le centenaire. Déjà, globalement, comment commémorer le centenaire sans tomber dans une sorte de glorification de la colonisation, docteur Yara Batula? Oui, c'est une question difficile. En même temps, c'est une question historique. C'est comme, enfin, il faut assumer son histoire. C'est faire en sorte que le peuple burkinabé sache depuis quand on existe sur le plan territorial comme entité à part entière et où est-ce que nous sommes allés après et qu'est-ce que nous sommes devenus. C'est de reconnaître l'histoire tout simplement. Qu'est-ce qu'on commémore? Est-ce que c'est la création de la colonie ou qu'est-ce que c'est le vivre ensemble? Qu'est-ce qu'on commémore à votre avis? Bon, c'est compliqué, mais le tout en même temps, pourquoi pas? Mais parce que la colonisation est un crime contre l'humanité. Oui, mais en fait, c'est l'acte, c'est comme notre acte de naissance, et ça, on ne peut pas le renier. On a 100 ans, même quelles que soient les circonstances dans lesquelles on nous a accouchés, nous existons. Il y a des situations comme cela. Donc, je pense que c'est beaucoup plus nous inviter à revisiter cette histoire et à considérer que l'histoire ne nous est pas toujours favorable et que si nous sommes un peuple qui existe aujourd'hui, c'est que nous sommes venus de là, dans ces circonstances-là, et là où nous voulons aller, c'est à nous de le définir maintenant. À votre avis, où devrons-nous aller? Non, en fait, je pense que notre histoire nourrit nos ambitions. Parce que là d'où nous sommes venus, c'est vraiment là, c'est un peuple miraculeux. Voilà, 1919 créé, 1932 on a supprimé, 1947 on est reconstitué. Voilà, on a perdu même des portions de terre liées à tout cela et nous voilà encore aujourd'hui. Et je crois que la guerre que les terroristes nous font, c'est pour encore nous amener donc à disparaître. Et je crois que eux-mêmes, en lisant notre histoire, doivent justement se rassurer que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le fruit de lutte. La révolte des Boaba, la révolte donc des autres peuples, voilà. Et on a forcé l'admiration parce que on a compté sur le Burkina Faso de par le passé sur ces hommes pour construire, pour mener à bien des projets, des infrastructures, cultiver le cacao, le café, voilà, et les infrastructures du type ferroviaire. Donc tout cela, on a toujours compté sur le Burkina Faso. Et pour l'avenir, il faut effectivement aussi compter avec ce pays-là, malgré les difficultés. Il faut encore continuer de compter avec ce pays qui est un miracle donc historique. Et à mon avis, là où nous devons aller, c'est à nous de le définir. Depuis les indépendances, on balbutie. Mais je crois qu'il y a une jeunesse, il y a une pensée générale ou globale qui se dégage. Les jeunes veulent prendre leur part de responsabilité dans la marche du monde et voudraient inscrire le Burkina Faso dans les annales donc du monde entier. Quand vous voyez ce qu'ils ont fait pendant l'insurrection, le coup d'État, ça
peut-être présage de quelque chose de plus fort, de plus puissant, pour redessiner le futur de notre pays. Je n'en sais rien, mais je crois que tout cela n'est pas pour rien. Parce que quand on a vu comment on a évolué jusqu'en 1960 et ce qui nous est arrivé ces 5 dernières années, on peut dire que c'est encore le début de quelque chose qui va tracer justement une véritable trajectoire pour justement le futur. Je ne saurais peut-être dire trop, mais je crois que la jeunesse va jouer un rôle fondamental et elle a déjà commencé et elle va continuer donc de le faire et l'histoire peut-être pourrait être une histoire qui est favorable à notre pays. Pour certains observateurs, le plus grand défi, justement, c'est la construction de la nation burkinabé, parce que la nation burkinabé est toujours en construction. Si elle est inachevée. Oui. Oui, est-ce que vous faites la même lecture que on a ce grand défi de construire la nation burkinabé? Non, on a un peu quelques difficultés, mais il ne faut pas rester dans les concepts. Il faut aller dans la réalité donc des faits. Quand vous sortez hors du Burkina et que vous rencontrez un Burkinabé, vous sentez beaucoup plus la notion de nation. Et c'est très magique quand vous prenez le cas des étudiants qui se retrouvent au Maroc, aux États-Unis, au Canada, en France, un peu partout. Avant, c'était en Taïwan, mais maintenant en Chine. Quand vous les voyez se souder, justement pour défendre les couleurs donc, de la nation, vous sentez qu'il y a quelque chose de très fort dans la vie donc, de chacun donc, des enfants de ce pays-là. Bon, maintenant, la notion... À l'interne, ce qui nous trouble à l'interne, c'est les appétits politiques. Parce qu'au niveau individuel, au niveau de la société, au niveau du quotidien des Burkinabés, la question n'est pas aussi catastrophique que cela. Mais quand vous prenez un peu les guerres politiques ou encore les luttes politiques, ils nous perturbent en réalité. Je suis allé dans un village pour des enquêtes dans le cadre donc d'une étude et je me suis rendu compte que autrefois paisible, c'est un peuple, un village est en conflit depuis les élections du fait donc de 2 fils de la région qui ne s'entendent pas. Alors, ils avaient un seul forage et désormais l'autre village, l'autre côté du village ne vient plus puiser l'eau et de l'autre côté, il y avait l'école et les enfants de l'autre côté d'un côté ne vont plus à l'école de l'autre côté. Vous voyez, du fait donc des questions politiques. Donc, et le deuxième fait peut-être pourrait être un fait religieux. Donc, ces 2 faits-là, il faut les surveiller. Le fait religieux et le fait politique pourraient justement mettre à mal justement le vivre ensemble, la cohésion. Sinon, en dehors donc de tout cela, les Burkinabés apprennent à s'apprécier, à travailler ensemble. Vous entrez dans une cour ou un célibatarium, comme on a l'habitude de le dire, vous avez toutes les nationalités dans cette cour-là. Vous partez dans une administration publique, vous rencontrez tout le monde. Et je pense que cette nation se construit non seulement par ce que nous pensons dans notre tête, mais ce que nous posons comme acte au quotidien. Faire en sorte que dans nos propos, tous les Burkinabés comptent et qu'il n'y a pas d'ethnie comment on appelle ça, super puissante ou encore donc de peuples super puissants. Faire en sorte que tous les Burkinabés soient égaux devant la loi, devant l'autorité et qu'on apprenne à vivre ensemble. Il n'y a rien de tel. Un mot sur le 8 mars, la 162e journée internationale de la femme. La cérémonie officielle commémorative de cette édition 2019 se déroule à Koupéla, province du Kouritenga, dans la région du Centre-Est. Contribution de la femme à l'édification d'un Burkina Faso de sécurité, de paix et de cohésion sociale. C'est le thème de cette journée du 8 mars 2019. Quel est votre avis sur cette célébration officielle de la région du Centre-Est? Super. D'abord, le thème. Je pense que c'est un beau thème et il faut travailler à ce que ce thème-là soit une réalité. C'est le même thème arrêté au niveau du collectif CGTB. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reconnaît alors le rôle de la femme dans justement d'une société, dans la construction d'une société de paix, de sécurité, de cohésion. Et je m'en vais vous dire encore sur le phénomène du terrorisme que la femme peut aider beaucoup d'ailleurs parce que c'est elle qui est souvent avec donc les enfants, avec les jeunes. Ils voient les comportements et voient peut-être les comportements déviants. Très souvent, le papa est absent ou bien il ne fait pas attention. Donc, si vous voyez votre enfant qui ne se comporte plus comme avant, ça doit vous tiquer en tant que femme. Donc, je veux dire, son rôle peut être important justement dans la lutte, dans la cohésion sociale. Faire en sorte alors que la femme puisse contribuer justement à l'édification d'un Burkina Faso fort, solidaire, ça c'est important. Oui. Un mot, docteur Yarabatoula, rapidement sur le mouvement d'humeur au niveau de la police nationale, les policiers qui ont observé un mouvement d'arrêt, les policiers qui réclament le décret d'application concernant leur statut qui a été voté en juin 2018. Bon,
moi j'ai cru que le printemps donc des revendications était un peu révolu avec l'arrivée du Premier ministre et que de ce fait on allait beaucoup plus privilégier justement le dialogue et bien d'autres formes donc d'expression du mécontentement. Mais malheureusement, bon, je sais pas, c'est le premier mouvement après, donc c'est quand même assez frappant donc de constater ce mouvement. Moi je suis embêté par rapport au moment, la période choisie vous gêne un tout petit peu. Oui, ça me gêne et ça me gêne aussi que c'est soit des policiers, des corps habillés qui soient les premiers après l'arrivée du Premier ministre. À ouvrir les hostilités. Bon, je ne sais pas s'ils ouvrent et ils vont en même temps fermer ou bien ça va s'ouvrir pour beaucoup d'autres choses. Mais ce que je souhaite, c'est que le Burkina puisse vivre en paix et que les solutions puissent être apportées de façon idoine à tout ce qui se pose sur la table de discussion. J'aimerais dire peut-être il faut une autre culture de lutte dans notre pays si on veut le construire 100 ans après. L'invité de la semaine s'achève. Le docteur Jacob Yarabatioula était notre invité. Il est enseignant-chercheur à l'université Ouaga, un procès Joseph Kizerbo. Docteur Yarabatioula, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et à une autre fois. L'invité de la semaine a été mise en onde par Tiona Sanogo. Devant ce micro, Atiana Serge Joulon. Rendez-vous très prochainement sur Radio Liberté 92.8 FM pour un nouveau numéro de l'invité de la semaine. Le programme de La Voix citoyenne se déroule.